Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous, dans Parcours, nous découvrons les plus belles trajectoires professionnelles de l'univers de la sécurité. Mon invité aujourd'hui assure avec ses équipes la protection des clients, des agents et du patrimoine matériel et immatériel de la SNCF. C'est le directeur de la sûreté ferroviaire. Xavier Roche, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau d'ANews Sécurité. Où êtes-vous né, Xavier Roche ? Je suis né dans l'Est, à Strasbourg. Oui, vous y êtes resté toute votre adolescence ? J'y ai passé toute mon adolescence et juste avant 18 ans, j'ai bougé, suivi mes parents et je suis descendu dans le sud. Alors, quand vous étiez jeune, enfant, quel était votre rêve d'avenir professionnel ? Alors, tout petit, conducteur d'ambulance. D'accord. Voilà. Ok. Un peu après, agent secret. Voilà, et puis après... Et alors, qu'est-ce qui fait que vous soyez orienté vers les études que vous avez fait ? Vous êtes diplômé de l'école du commissariat de l'air, c'était en 1990. Comment s'est passée cette orientation ? Assez logiquement, j'avais fait des études universitaires avant et j'avais fait également une préparation militaire supérieure, donc j'avais eu l'occasion de passer un certain temps dans les armées. Et lorsque tout étudiant de droit se pose la question de savoir s'il doit passer la magistrature ou un autre concours, eh bien moi j'ai choisi le commissariat de l'air parce que j'étais passionné par les avions. Alors, pour expliquer un peu plus en détail à ceux qui nous regardent et qui ne le savent pas, l'école de commissariat de l'air, c'est le corps de direction et d'encadrement des armées françaises dans le domaine de l'administration générale et des finances, c'est ça ? Exactement, ce sont les directeurs administratifs et financiers. Donc qu'est-ce qu'on y étudie pendant ces années d'école ? Alors, on y étudie toutes les matières nécessaires à l'administration des armées, à savoir l'économie, la gestion, l'audit, le juridique, la gestion des matériels, la logistique, et avec une ouverture, comme c'est un corps d'officier, sur l'ensemble des problématiques de défense. D'accord. Vous intégrez la base aérienne 190, qui est située où ? Et à La Réunion. À La Réunion, en tant que chef de service administratif. Pourquoi à La Réunion ? Comment c'était un passage obligé ? Est-ce que pas du tout ? Absolument pas obligé. À l'issue de l'école, il y a un grand amphi où on peut choisir ses affectations. Okay. Et donc j'avais le choix entre aller faire une spécialisation d'audit de 3e cycle dans une école parisienne ou aller faire de l'opérationnel en Outre-mer. Le choix est vite fait. Et le choix a été vite fait. Alors justement, c'est là que vous allez faire vos premières missions. Quelles sont-elles à ce moment-là, et justement en Outre-mer, à La Réunion ? Alors Outre-mer, à La Réunion, c'était la gestion, administration de la base aérienne Roland-Garros, qui était une base relativement restreinte, mais pour un jeune, c'est très bien, débuter. Avec le soleil et la mer, c'est plutôt agréable. Est-ce qu'on a envie de revenir après dans l'Hexagone ? Alors, on n'a pas trop envie de revenir, mais heureusement, la direction des personnels de l'armée de l'air s'en occupe. Pour vous. Voilà, et donc ça a été Paris après. Alors, de 91 à 1995, vous êtes chef de bureau d'administration centrale au sein de la direction centrale, donc justement du commissariat de l'air. Donc c'est le retour à Paris ? C'est le retour à Paris et c'est la spécialisation en audit financier, puisque j'ai eu le privilège d'être envoyé comme échelon précurseur dans les grands cabinets, à l'époque Barbier Andersen, etc. Et donc j'ai été à mi-temps sur ces cabinets, de manière à travailler sur toutes les techniques d'audit qui étaient un petit peu embryonnaires à cette époque-là dans les armées. Et j'ai à la fois j'ai fait du benchmark, comme on dirait aujourd'hui, et à la suite de cela, j'ai mis en place les technologies d'audit dans l'armée de l'air, au profit de l'ensemble du dispositif. Donc là, c'est pendant ces 4 années. Oui. Vous êtes avec une équipe de combien de personnes ? Une dizaine de personnes. D'accord. Oui. Sur lequel il y a un travail de formation également ? Alors, il s'agissait à l'époque, il y avait encore le service national, il s'agissait des aspirants grande école, qui étaient des jeunes qui avaient fait des écoles de commerce, grandes écoles de commerce parisiennes, et qui faisaient des services longs. Et donc, c'était des gens qui avaient particulièrement travaillé dans des grands cabinets d'audit, et Deloitte, etc. Et donc, ces gens-là avaient été récupérés compte tenu de leur formation pour travailler dans mon équipe, de manière à travailler cette ingénierie d'audit dans l'armée de l'air. D'accord. En 95 et jusqu'en 97, vous retrouvez le soleil
et les plages, puisque vous officiez en tant que commissaire des forces aériennes aux Antilles. Et donc, pourquoi les Antilles? Est-ce que là, on vous envoie, c'est un choix de votre part, ou est-ce que finalement, c'est l'armée qui décide de vous y envoyer sans vous consulter? Comment ça se passe? Dans un sens, ça a été le cas, mais dans l'autre sens. Je pourrais dire que c'est disciplinaire, mais en fait, non. Au bagne. Voilà. Non, à l'issue des 4 années passées à l'état-major, où j'avais été un petit peu investi complètement sur cette mission. Donc j'avais eu moins de temps pour aller notamment en opération extérieure, etc. La direction centrale du commissariat m'a donné là aussi un petit peu le choix de mon affectation. Et j'ai souhaité retourner outre-mer. Et donc j'ai repris une base aérienne un peu plus grosse avec des enjeux un peu plus importants. Alors où ça et quelle base? J'étais en Martinique. D'accord. Voilà, sur le détachement air qui s'occupait à l'époque d'Anti-Guyane. Et alors, les types de missions, justement, qu'on vous confie, là, aux Antilles? Alors, même sujet, c'est-à-dire administration, gestion, pilotage des personnels et d'une partie de la logistique de support, restauration, hôtellerie, etc., sur l'ensemble des implantations. D'accord. Et avec la particularité de gros problèmes fiscaux outre-mer, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a les sujets d'octroi de mer, l'équivalent de TVA, etc., que ne traitaient pas les états-majors parisiens. Et donc, beaucoup de travail avec les élus locaux, les conseils régionaux, etc. D'accord. Donc, également, ce que vous disiez en première partie, c'est pas mal de RH aussi. Donc, j'imagine, oui. Pour combien de personnes sur cette base? 250, 300 personnes. D'accord. Donc, 2 années. Oui. Et, encore une fois, le retour en métropole. En métropole. Oui. Pour un choix que vous avez fait? Alors là, c'est un peu plus un choix de ma direction, qui en fait, partant du fait que j'avais été l'un des premiers à être formé à l'audit, et par ailleurs, j'imagine qu'ils avaient dû trouver que ma modalité de service n'était pas trop mauvaise, donc j'ai été renvoyé à Salon de Provence pour refaire un tour à l'école. J'espère que ce n'était pas pour refaire ce que j'avais raté la première fois, mais pour encadrer des promotions et par ailleurs enseigner un certain nombre de matières, dont les sujets d'audit financier et de pilotage des finances. Donc pendant 2 ans, là, je crois que vous êtes professeur à l'école du commissariat, oui, ça, jusqu'en 2000. Mais en parallèle, pendant 1 an, de 99 à 2000, vous êtes nommé directeur adjoint de l'école du commissariat de l'air. Voilà. Qui a été créé en 1953, qui depuis a fermé, c'était dissoute en 2013, je crois, avec des compétences qui ont été transférées, c'est ça? En fait, les armées ont fait le choix de fusionner l'ensemble des commissariats, puisqu'il y avait un commissariat par armée. Oui. Et c'est la raison pour laquelle l'école, à proprement parler, a fermé, mais elle accueille maintenant l'école interarmée des commissariats. D'accord. Toutes les armées, et depuis, on a rajouté d'ailleurs le service de santé, gendarmerie, etc., forment tous les officiers d'administration sur la base de Salon de Provence. Donc vous donnez des cours, mais vous êtes également directeur, donc adjoint de l'école, avec des missions, j'imagine, différentes de celles que vous aviez traitées jusqu'à maintenant. Oui, direction adjoint, le directeur adjoint est directeur des études notamment, donc il y a tout le travail sur la pédagogie du travail qui est demandé aux élèves, les différentes matières étudiées, l'articulation avec les besoins de l'armée de l'air, et puis tout l'environnement de l'école, à savoir, encore une fois, l'articulation avec l'école d'officiers de l'air, puisque à Salon, c'est le piège, c'est l'école des pilotes, notamment, pas que, toutes les spécialités d'officiers de l'armée de l'air. Et donc, les élèves commissaires, à l'époque, étaient part entière membres des promotions de l'école de l'air. Donc, tout ce travail d'articulation avec la haute direction de l'école. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez en vous, finalement, ce côté d'être donner des cours, de gérer une école, c'était des qualités en plus que celles que vous aviez déjà démontrées dans le passé? Oui, j'ai toujours été intéressé par les sujets de transmission. Oui. Donc, je suis fils de professeur, donc ça ne s'invente pas. D'accord. Et donc, j'ai assez rapidement été chargé de cours dans différentes entités. Et donc, typiquement, à Salon, je donnais des cours pour les élèves à Salon, mais je donnais également des cours à l'Institut d'études politiques à Aix-en-Provence. Donc, tous ces sujets de transmission m'ont toujours passionné. Donc,
J'ai été ravi de pouvoir transmettre un peu mon savoir et puis le savoir-être aussi, parce que c'est une école d'officiers. Ouais. Et donc, ça demande aussi de sortir des gens qui non seulement sont compétents, mais ont la bonne posture par rapport au personnel qu'ils doivent encadrer et l'attitude qu'ils doivent adopter dans un environnement qui est un environnement militaire, avec un contact avec des pilotes, en toute spécialité, des gens qui font la guerre. Bien sûr. Donc, ça suppose du comportemental et donc c'est important de l'accompagner. Donc c'était une suite un peu logique quelque part dans votre carrière? Moi, je l'ai trouvé logique. En 2000, vous devenez magistrat à la Cour des comptes. Oui. Comment se fait la bascule entre justement Salon de Provence et puis ce haut poste? En fait, mon début de carrière avec une formation dans les cabinets d'audit, Barbie Andersen, etc., m'a conduit à me spécialiser sur ces sujets de contrôle des dépenses, le bon emploi des fonds publics, etc. Oui. Chose que j'ai pu retravailler en fait lorsque j'étais à Salon, puis c'était ces matières-là que j'enseignais également. Et puis tout doucement est arrivée un peu l'idée de se dire, après tout, faire cela sur l'armée de l'air, c'était intéressant. Mais pourquoi ne pas sortir et faire de l'interministériel, aller s'ouvrir plus de champs d'action, plus de champs de contrôle. Et donc, j'ai fait le choix de présenter ma candidature à la Cour des comptes, et uniquement à la Cour des comptes, parce que j'étais très bien là où j'étais, dans l'armée de l'air. Mais je m'étais dit, tiens, cet aspect-là m'intéresserait pour pousser mon métier un petit peu plus loin. Et donc, je passais la sélection, et puis... Voilà, j'ai été reçu et j'ai intégré la Cour des comptes en 2000. Donc là, pendant 4 ans, si on peut expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent, pendant ces 4 ans, quelles étaient vos missions? Alors, en tant que magistrat de la Cour, on est magistrat instructeur. Oui. C'est-à-dire qu'on est amené à se déplacer dans différents organismes de l'État pour essayer de saisir les missions et savoir si l'argent qui consacre l'État est bien employé dans l'objectif qui est recherché. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur des grands programmes d'armement, sur le CEA, sur EDF, un certain nombre d'audits de grandes entreprises, pour essayer de faire sourdre un certain nombre de problématiques qui paraissent intéressantes et qui peuvent être communiquées au grand public, parfois lors des rapports publics de la Cour des comptes. Voilà. Alors, pour revenir sur cette transmission qui est importante pour vous, vous aimez transmettre, et vous aimez également qu'on vous transmette. Et d'ailleurs, en 2004, vous êtes auditeur de la 57e session nationale de l'Institut des hautes études de la défense nationale. Donc là, c'est une année pour apprendre davantage, en savoir plus. Oui, alors ça se rajoute au travail quotidien. Bien sûr. C'est pas une année c'est pas une année, on est d'accord. Mais oui, en effet, c'est assez logique dans la cohérence, finalement, de ce que j'avais fait. J'avais cette dimension Cour des comptes où je travaillais quand même sur des grands programmes, notamment d'armement. J'avais eu mon passé militaire, bien sûr, et la logique, c'était d'aller un peu plus loin, de pouvoir à la fois progresser pour moi-même, mais aussi apporter quelque chose dans le cadre de l'IHEDN. Et donc, cette logique de rassemblement, je dirais, de personnalités qui viennent de l'ensemble des catégories, je dirais, des métiers qu'on peut retrouver. On a des diplomates, des syndicalistes, des prêtres, des journalistes. Tout ce monde est réuni au même endroit pour réfléchir sur les grands sujets de défense. Donc ça s'est inscrit assez logiquement et c'est une année passionnante. Vous recommandez l'IHEDN? Je recommande l'IHEDN, oui, à tout point de vue. Pour ce que vous venez d'expliquer, j'imagine aussi pour développer un réseau? Bien sûr, le réseau ne peut pas nuire, évidemment. D'ailleurs, je m'en suis servi par la suite. Mais c'est pas le seul but. L'objectif, c'est vraiment de progresser et d'échanger avec des gens qui ont une approche différente, mais qui sont des compétences ou des personnalités dans leur métier, mais qui ont une capacité à justement échanger sur des approches pluridisciplinaires des problématiques. À la même époque, vous êtes nommé colonel de réserve de l'armée de l'air. Et en 2006, c'est un peu la bascule. Vous entrez dans le privé comme directeur de l'audit des projets chez Alstom Transport SA. Comment s'est déroulé ce recrutement? Assez logiquement, lorsque l'on est dans un grand corps de l'administration, il est demandé de faire une mobilité, ce
qu'on a appelé en son temps la mobilité Juppé. Il fallait descendre, voir un petit peu ce qui se passait sur le terrain. Alors ça s'adapte très bien, notamment aux jeunes qui sortent de l'École nationale d'administration. Bon, moi, c'était un peu particulier parce que j'avais déjà une carrière active avant, mais c'est pas grave. On m'a proposé de faire une mobilité à l'extérieur, et donc moi, j'ai capitalisé sur ce que j'avais fait, en me disant, il faut que j'aille à un endroit où je puisse utiliser mes compétences, qui étaient, un, la connaissance des grands programmes, et deux, les sujets financiers, de défense et d'audit que j'avais pu travailler, évidemment, à la Cour des comptes. Et donc, j'ai fait tourner le radar, et il se trouve d'ailleurs que c'est un camarade de l'IHEDN qui m'a signalé que Alstom Transport, à l'époque, cherchait un directeur de l'audit pour évaluer ces grands programmes, qui sont des programmes à long terme, sont toujours un peu compliqués à évaluer. Et donc, je me suis présenté, puis nous avons fait affaire, et donc j'ai pu travailler pendant 2 ans sur ces sujets-là. On peut citer certains des programmes sur lesquels vous avez travaillé ? Oui, le métro New York, train en Corée, etc. Un certain nombre de projets. Alors surtout, on va dire, ceux qui étaient en difficulté, évidemment. C'est ceux-là qui sont les plus intéressants, mais il y a un petit portefeuille de projets qui dépasse le milliard, et donc qui méritait qu'on s'y intéresse, notamment sur les sujets de milestone, de résultats, de coûts. Évaluer ces projets à la fois sous l'aspect technique, est-ce qu'ils vont arriver à leur terme, et puis sous l'aspect financier, est-ce qu'ils vont bien délivrer la part de résultats qui est attendue. Donc c'est un petit peu, c'est de l'ingénierie un peu complexe, mais j'avais une équipe moitié ingénieur, moitié financier, donc je crois qu'on a réussi à maîtriser ça. Et donc à l'époque avec un certain nombre de projets à l'international. Ah oui. L'essentiel est à l'international, oui. Donc beaucoup de voyages. Ah, beaucoup de voyages, oui, beaucoup de voyages. Oui. Ce qui n'a pas dû vous déplaire. Et non. En 2008, vous intégrez le cabinet du ministre du Logement, de l'Exclusion et de la Ville en qualité de conseiller budgétaire et réforme de l'État. Donc là, vous quittez Alstom ? Et oui. Et comment se fait le match ? Lorsque j'étais chez Alstom, j'étais en congé de la Cour des comptes. Et lorsqu'on est un agent public, passer un moment de sa carrière dans un cabinet ministériel, c'est toujours passionnant. Ça permet d'aller tutoyer un peu les grands sujets. Et puis ça permet de démystifier un tout petit peu le fonctionnement du gouvernement. Et donc j'avoue qu'il se trouve que un collègue de la Cour m'a signalé qu'il quittait le cabinet pour d'autres fonctions dans un autre cabinet. Et il m'a proposé de rejoindre ce cabinet. J'ai tout de suite dit oui, parce que c'est une expérience passionnante d'intégrer un cabinet ministériel. C'est un peu un stress, le stress du pilote de Formule 1, j'imagine, mais on est sous une pression très forte et c'est passionnant parce qu'on discute des sujets à un très très haut niveau. Le portefeuille à l'époque, logement-exclusion, c'était un peu plus de 10 milliards à gérer. Bon, voilà, quand on a 35 ans... C'est sympa. C'est sympa. C'est quand même intéressant. Est-ce que c'est le stress qui vous y fait y rester une seule année ou Non, en fait, les postes en cabinet ont cela de particulier, c'est que le cabinet n'existe que par le ministre. Lorsque le ministre n'est pas reconduit, le cabinet tombe de fait. D'accord. Et donc, à 20h un jour de juin, nous avons appris que le ministre n'était pas reconduit. Et donc, on a fait nos petits cartons. Et à 23h, j'étais chez moi avec mon petit carton. C'est difficile à vivre, ça ? C'est un petit peu difficile, mais ça fait partie des choses qu'on accepte quand on rentre dans le cabinet. On sait que ça va se terminer. On vous prévient, dès l'entrée dans le cabinet, que ça peut s'arrêter... Il y a des gens qui restent 15 jours. Oui. Voilà. C'est ça. Bon. Eh bien, ça vous permet de rebondir en 2009, puisque c'est quelque part vos premières touches avec les réseaux ferrés. Vous rejoignez l'EPIC, Réseau Ferré de France, en tant que directeur de l'audit des risques, des assurances et de la sûreté. Est-ce que finalement, c'est sur cette mission que vous abordez vraiment, pour la première fois, les problèmes de sûreté, de sécurité ? Alors, oui et non, dans la mesure où j'avais déjà travaillé à la Cour des comptes sur ces sujets-là. D'accord. Notamment, j'avais travaillé sur l'armement nucléaire, sur un certain nombre de choses, donc j'avais un peu touché au sujet de sûreté. Je les avais taquinés également lors de mon passage à l'IHEDN. Et donc, dans le portefeuille qui m'a été proposé par Réseau Ferré, voyant qu'il y avait la sûreté, je me sentais relativement à l'aise. Et donc, j'ai choisi de prendre la direction de l'audit de Réseau Ferré, à la fois
parce que je connaissais relativement bien le travail d'un directeur de l'audit, mais aussi par cette dimension sûreté qui était assez intéressante, puisqu'il fallait assurer la sûreté des 30 000 km de ligne. Enfin, il y avait un vrai enjeu sécuritaire, le réseau stratégique militaire, etc. etc. Et puis le grand pas en direction de la SNCF se fait en juin 2013. Vous prenez d'abord la direction du département stratégie et finances du matériel. En 2015, vous êtes chargé de créer la direction des services partagés du groupe Optim Service. Et puis, depuis le 1er octobre 2021, poste que vous occupez actuellement, vous dirigez la sûreté ferroviaire de la SNCF. Donc là, on est vraiment sur le terrain, dans l'action, au quotidien. Voilà, il y a à la fois le terrain, l'action, puisqu'il y a 3000 agents en tenue, qu'on peut voir dans les gares. Et puis, il y a la partie aussi direction sûreté groupe, qui, elle, est un peu plus du travail de conception, d'organisation. On est en secteur régulé, donc il y a aussi un aspect commercial, puisque nous sommes dans une logique de facturation. Donc, c'est assez polyvalent comme travail. Moins d'audit. Ah, plus du tout d'audit, même. D'accord. Absolument. Alors, en entame de cette émission, je vous ai présenté, donc, comme justement, avec vos équipes, vous protégez, bien évidemment, on pense toujours aux clients d'abord, mais bien évidemment aux agents, on va en parler d'ici quelques instants, mais aussi du patrimoine matériel et immatériel. De quoi s'agit-il exactement ? La SNCF est le deuxième propriétaire de France après le ministère de la Défense, en termes d'emprise foncière. Oui. Donc, tout cela, ça demande d'être protégé. Alors, d'une part, on a les voies, on a les gares, on a toutes les installations de signalisation, tout ce qui permet la traction, donc les modules électriques, etc., etc. On a vu il y a quelques semaines, il y a eu un sabotage en région parisienne. Gare de l'Est a été bloquée pendant pratiquement un jour et demi. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai sujet de protection de nos actifs. Donc ça, c'est pour la partie, à proprement parler, actif physique. Oui, puis derrière, bien évidemment, nous avons les sujets que tout le monde affronte aujourd'hui, à savoir la protection du patrimoine immatériel. Alors, il y a à la fois les affaires de marque, etc., bien sûr, protection de l'irréputation, etc., etc., et puis bien évidemment la cyber qui intéresse tout le monde. Dans lequel on est effectivement plongé depuis quelques années maintenant. Très rapidement, on va parler plutôt des agents ensuite, mais très rapidement en termes de voyageurs, la SNCF, c'est combien de voyageurs par an ? Par an, alors, c'est difficile à dire. On doit être... Non, je ne saurais pas vous dire. D'accord. Mais en tout cas, c'est en dizaines de millions. Mais oui, bien sûr. Rien que le RERA, alors certes, on le partage avec la RATP, c'est 1 million de voyageurs par jour. D'accord, donc c'est en centaines de millions. Est-ce que, justement, ces agents de sécurité dont je parlais il y a un instant, ils sont là pour assurer donc la sécurité, entre autres, des voyageurs. Ils ont un statut un petit peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement la différence avec d'autres agents de sécurité ? Oui, alors les agents de la SNCF ne sont pas des agents de sécurité privés. Ce sont des agents qui appartiennent à une société, mais ils disposent d'articles spécifiques dans le Code des transports qui leur donnent un certain nombre de pouvoirs exorbitants. Alors certes, porter une arme, bien évidemment, mais prononcer des injonctions de sortie des entreprises, injonctions de sortie des trains, des arrêtés de palpation, etc., etc. Et en effet, ce sont des agents assermentés. Et donc, c'est une équipe de combien d'agents ? Donc, entre 2850 agents effectivement en tenue sur les emprises. Et puis derrière, nous avons un certain nombre de services spécialisés d'enquête financière, des trains de Marshall qui travaillent en civil dans les trains, l'antiterrorisme, etc. Enfin, un certain nombre de services un peu plus confidentiels, on va dire. Le rayon d'action de ces agents de sûreté ferroviaire, il se limite justement aux gares, tous ces lieux qui vous appartiennent. Comment ça se passe ? Alors, les agents de sécurité ferroviaire sont compétents sur l'ensemble du domaine ferroviaire. Oui. Donc ça veut dire toutes les emprises, les voies, les gares, les entrepôts, bref, tout ce qui est du foncier SNCF, et également tout ce qui est matériel roulant. Donc l'attraction sur le mode ferré.
Nous pouvons par ailleurs intervenir donc sur tout ce qui, si j'ose dire, roule sur des rails. Ça veut dire que nous avons une capacité à accueillir des clients qui sont hors SNCF et qui peuvent, par exemple, être des tramways ou des métros, le cas échéant. Toute menace qui sortirait de ce spectre n'est plus dévolue donc à la sûreté ferroviaire, on est d'accord? On ne peut plus intervenir. Non, à partir du moment où on n'est plus dans l'emprise ferroviaire, les agents deviennent de simples citoyens. Après, simple citoyen, un citoyen, article 72 du Code de procédure pénale, peut agir. Bien sûr. Voilà. Mais est-ce qu'à partir de ce moment-là, justement, se met en place le continuum de sécurité avec la police ou la gendarmerie? Comment justement tout ça s'est mis en place et continue de se développer? Oui, le continuum est essentiel à notre action, puisqu'en fait, nous sommes complètement imbriqués sur le domaine public. Oui. Et donc, ça veut dire qu'un problème dans une gare, c'est un problème sur la voie publique. Exact. Je prends souvent l'exemple. Nous avons un bagage délaissé dans la gare de Paris-Saint-Lazare. 20 minutes après, nous avons la population du Stade de France sur le parvis. Donc, il est évident que nous avons une imbrication extrêmement étroite avec la police, en l'occurrence, ou la gendarmerie en province, puisque tout problème chez nous se traduit par un problème sur la voie publique. Donc, la solution... En tout cas, une partie de la solution à nos problèmes, c'est une imbrication extrêmement étroite. De la même manière, lorsque nous intervenons dans les trains pour des actions de train de Marshall, nous le faisons très souvent en lien avec le GIGN. D'accord. Donc on travaille de manière extrêmement étroite avec ce que nous appelons de manière générale les forces régaliennes. Aussi bien dans la préparation, l'entraînement entre guillemets, que dans l'action. Oui, nous partageons beaucoup également de connaissances en matière d'entraînement. Nous faisons beaucoup d'exercices communs. Régulièrement sur les gares parisiennes, de nuit, lorsque tout est fermé et que les clients ne sont plus là. Nous travaillons pendant la nuit avec le GIGN, la BAC, les douanes, les forces Vigipirates, et de manière à s'assurer qu'on a bien les mêmes modes de fonctionnement. Les techniques sont les mêmes. Et donc, c'est effectivement très, très important. Et parallèlement, nous assurons des formations pour leur compte, où nous-mêmes profitons de formations qui sont délivrées, par exemple, la gendarmerie à Gramat pour les chiens de détection explosifs. Nous avons pas mal d'agents qui sont brevetés MIP, gendarmerie, etc. Est-ce que vous allez avoir des besoins particuliers en termes de personnel, de sûreté, en vue de la Coupe du Monde de rugby, mais surtout des Jeux Olympiques en 2024 ? Vous seriez surpris si je disais non. Donc oui, bien sûr, on a des besoins. Qui se chiffre à combien de personnes? Alors aujourd'hui, j'ai un plan de recrutement sur 2023 de 500 agents. Oui. Ce qui est assez considérable, puisqu'ordinairement on est plutôt sur 200 à peu près. Oui. Là, l'idée, c'est qu'on puisse anticiper le recrutement 2024 sur 2023, de manière à avoir le maximum d'agents disponibles pour les JO. Coupe du monde de rugby, pour nous, est un tout petit peu moins complexe, dans la mesure où on a déjà géré l'Euro, donc c'est des choses qu'on sait faire. Ça reste à une dimension beaucoup plus raisonnable. Ouais. Les JO, ça n'a rien à voir. Les JO, on n'a jamais vu ça, donc voilà, on a tous beaucoup d'attention à porter à cet événement. Pour terminer, comment vous voyez l'évolution de votre poste, du poste de directeur sûreté et sécurité, dans les proches années à venir ? Je pense que l'évolution majeure, c'est l'ouverture à la concurrence, c'est la multiplicité des interlocuteurs. C'est-à-dire que nous venons d'une SNCF qui était une SNCF unique, avec un service unique qui travaillait pour la SNCF. Depuis la réforme de 2020, nous sommes une myriade de SA, et nous avons un opérateur, qui est le réseau, qui accueille d'autres entreprises ferroviaires. Ma mission, c'est une mission de sûreté ferroviaire. Je suis à la fois patron de la sûreté du groupe SNCF, mais par ailleurs patron de la sûreté ferroviaire. C'est-à-dire que je dois assurer la sûreté sur l'ensemble du périmètre, quelle que soit l'entreprise qui œuvre dessus. Ça veut dire que Renfe, Transdev, etc., tous les nouveaux entrants, et il y en aura de plus en plus, que ce soit en province pour les TER ou en région parisienne, vont être amenés à circuler sur le réseau ferroviaire et il va falloir leur assurer un niveau de sûreté suffisant. Et donc, tout ce travail, ça va être d'appréhender ces nouveaux acteurs et de les intégrer dans ce continuum de sûreté que vous évoquiez tout à l'heure. Merci infiniment, Xavier Roche.
Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'A-News Sécurité. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.